Et c'est à croire qu'il y prend goût, mesdames et messieurs. Encore une fois, il reçoit un invité à notre grand plaisir, Éric Falardeau. Salut! Salut, ça va? Ça va très bien, toi? Ben très très bien. Hey, on reçoit un artiste de Montréal. On reçoit qui aujourd'hui? Terrorizer, puis je pense que ça va tomber dans tes cordes. C'est un artiste qui mélange l'art de rue, l'iconographie du cinéma d'horreur de science-fiction, de la musique aussi, le punk rock, le métal et la politique. Ah, effectivement, un peu style propagande, des affiches qui peuvent oser, qui peuvent pousser les limites. Bon, on en a quelques-unes, on peut même mettre ça dans le studio, hein? Définitivement. Ah, et voilà les affiches de notre artiste. Tu mentionnais dans l'entrevue où on peut le trouver aussi, c'est un artiste de la région de Montréal qui se promène dans les rues, mais qui fait aussi un peu d'autres choses dans les festivals dans d'autres villes. Oui, définitivement. Donc, Terrorizer place ses œuvres dans des endroits, en fait, dans des contextes urbains. Donc, il suffit de garder l'œil ouvert, en fait. Alors, on garde l'œil ouvert, l'oreille aussi, tu nous dis pourquoi. Oui. On va écouter ça maintenant. Merci, Éric. Hey, gringo! I don't think you want to come this way. What is it you want? Sanctuary. I seek sanctuary. There is a reason so many seek the comfort of sanctuary. Crosses, and a worse fate awaits. You ever see what happens when you pour liquid silver down a bloodsucker's throat? Oh, now you just watch. Oh, yeah! What's your name? They call me Ryder. Ryder. That's it. Name's Death Rider. Ryder is mine. If I even catch you looking at him for over a second, I will have you staked out, my son. Now you're really dead. I wish to know why he has come to sanctuary. This one here's gonna be mine. Oh, yeah! Come on! Oh, you scared now? Be careful coming up on someone like that, doll. Why? What you all got in mind? Want a drink, kid? I got me some business I got to take care of right about now. The dumb tree. What you doing at Sanctuary? Bella Latigo. That is the last name you're going to hear, gringo. I guess we're gonna have us another time now, huh, kid? Très content de te recevoir aujourd'hui, Monsieur Terrorizer. Monsieur Falardeau, plaisir d'être ici avec vous. Oui, ben en fait, justement, c'est quoi Terrorizer? Pourquoi ce nom? Terrorizer, ben, écoute, quand j'ai commencé à vouloir faire de l'art de rue, je me suis dit, je vais me trouver comme un pseudonyme pour signer un peu mes œuvres, ce qui est un peu la mode dans le milieu, un peu. Si on pense à ceux qui sont assez connus et qui en font, quelques exceptions près. Puis je sais pas si je travaillais peut-être sur, je sais pas, un texte, quelque chose, puis j'avais comme eu ça, Terrorizer, fait que j'ai décidé de prendre le nom puis de l'adapter avec mon œuvre à la place de le garder pour cette histoire-là. OK, cool. Ce que tu essaies de faire avec justement tes œuvres, qu'est-ce que tu essaies de... Ben, si on regarde un peu l'ensemble de mon œuvre, Terrorizer, je voulais faire quelque chose de comme... Pas un personnage concret ni tangible comme les espèces d'icônes d'horreur qu'on a dans l'univers du cinéma, là, Jason, Michael Myers, mais comme une espèce de symbole que tout le monde peut s'approprier un peu, puis qui est comme quelque chose qui n'existe pas vraiment, mais qu'on comprend un peu l'idée derrière d'horreur, mais très, très pop, très comme un peu menaçant, mais sans l'être vraiment à travers l'art, puis les personnages que je fais dans la rue, là, pour ceux qui en ont vu. Ben justement, c'est quoi, pour peut-être les spectateurs, spectatrices à la maison, c'est quoi l'art de rue?
Bien, l'art de rue, en fait, ça existe depuis très longtemps. Ça remonte à l'époque de la propagande. Les gens s'en servaient pour passer des messages à la base. Et puis là, bien, les artistes s'en sont servis. Pourquoi? Parce qu'on saute l'étape de la galerie qui est soit réservée à des gens qui aiment l'art et qui vont s'intéresser. Parce que si tu fais de l'art de rue dans un coin qui est très passant, bien, au lieu d'avoir quelques personnes qui vont en galerie ou dans un musée voir tes œuvres, t'en as quoi ici à Montréal si tu mets ça sur un coin passant, des milliers par jour. Et c'est vraiment quelque chose que je pense qui rejoint les gens parce que quand on se fait prendre par les gens en train de le faire dans la rue, bien, souvent les réactions sont quand même assez fortes, mais de façon positive. Donc, c'est un art qui est très populaire, très accessible et qui permet aux artistes de s'exprimer devant tout le monde sans avoir besoin de demander la permission. Est-ce que c'est légal tout ça? C'est légal si on demande la permission. C'est important de demander le consentement. Oui, le consentement, mais je vais t'avouer que la plupart du temps, ça n'arrive pas parce que, en fait, c'est un petit peu ça le concept, c'est de choisir où et quand on va le mettre. Bon, ben ça fait partie, je veux dire, ça fait partie du milieu urbain depuis très longtemps. Là. Justement, on en voit quelques-unes de tes œuvres, donc on comprend aussi que tu disais que tu avais des références avec le cinéma d'horreur, avec tous ces codes-là, on pourra en reparler, mais c'est aussi très politique. Est-ce que c'est souvent, de ton côté, toi, est-ce que tu as un propos que tu essaies de passer, puis est-ce que c'est souvent aussi comme ça l'art de rue en général? Donc... Bien, quand même, parce que comme j'ai mentionné, quand on a commencé, l'art de rue est parti à travers les messages qu'on voulait transmettre à la population, souvent des messages révolutionnaires, des messages qui vont contre soit les pouvoirs autoritaires, le gouvernement, et on a encore ici quand même beaucoup, là, si on se promène à Montréal, je ne sais pas quel langage je peux utiliser ici à l'émission, mais on voit la face du premier ministre avec des messages qui sont peu flatteurs, donc ça sert beaucoup à ça. Et ça sert à dénoncer, ça sert à faire passer un message. Et moi, j'ai voulu comme un peu, si on regarde quelques-unes de mes créations, j'ai voulu comme mélanger et l'histoire ou un pan qui est souvent l'horreur, la science-fiction du cinéma et le message politique aussi, parce que à l'époque où on se parle, en ce moment, je veux dire, c'est pas les messages, les opportunités de dénoncer qui manquent. Et de s'approprier la culture populaire, bien, ça fait que les gens se reconnaissent encore plus à travers ce message-là. Ah oui, c'est vraiment super intéressant. Mais justement, quel type d'influence que tu as si tu dis que tu prends des codes du cinéma d'horreur, un peu de la science-fiction, comment tu mélanges ça? Bien, à la base, ça a parti très jeune, à l'école secondaire, quand j'ai découvert surtout la musique punk rock et le cinéma d'horreur. Parce que dans ce temps-là, nous, on était choyés, on est de la même génération. On a connu quoi? On a connu les pochettes d'albums de musique et on a connu aussi les clips vidéo. Ouais. Alors, on était exposé, contrairement à maintenant, sur juste une image sur une télé payante. On était exposé à plusieurs images. Moi, je repense les premières fois que j'ai été les pochettes de Dead Kennedys, le band punk, où c'est la première fois que je voyais des collages, un petit peu des images très violentes de partout à travers le monde. Et ensuite, la section horreur au club vidéo, où là, on tombait avec toutes les images, soit derrière les pochettes. On avait la calligraphie aussi qui venait avec ça. On avait le dessus de l'image, les affiches de films, surtout quand j'ai fait un voyage, à un moment donné, je suis allé à Bangkok, puis il y avait quelqu'un qui vendait des vieilles affiches de films de cinéma. Et puis là, tout était fait à la main avec la façon dont les éléments étaient positionnés sur les affiches, très différent de ce qu'on a ici, qui est plutôt des photos. Là-bas, c'était tout peint. Et moi, ça m'a toujours marqué. Alors, quand il est venu le temps de commencer à faire des affiches ou des pochoirs, bien là, évidemment, je me suis directement inspiré de ça parce que c'est, comme je disais, c'est non seulement quelque chose qui fait partie de la culture populaire, mais c'est aussi aux côtés des couleurs et des images très frappant. Ben, tu parlais de musique punk rock. Je sais que souvent, si on va voir ton Instagram, on pourra le dire tout à l'heure, mais il y a des références quand même à un band et à un artiste que je crois que tu affectionnes particulièrement. Quand même, oui. On parle de Misfits ici. Ben oui, on parle des Misfits ici. Misfits, et de M. Glenn Danzig. Glenn Danzig, Misfits, oui, ben les deux personnages, parce que j'ai suivi Danzig bien après son départ de Misfits. Mais Misfits aussi, regarde, on ne peut pas le cacher, puis on le voit quand même assez vite. Que horreur, ben là, moi, je m'inspire de la culture pop et Misfits était aussi assez horreur pop parce qu'on est loin du black metal ou de quelque chose de très, très horrifiant, mais plus sérieux. Donc, Misfits, dans leurs paroles, dans leur esthétique, dans leur costume, qui était très pop-punk aussi et très catchy. Donc, même dans leurs couleurs, si on regarde les personnages, la façon dont le logo il est fait, la tête de mort, comme je dis, leur costume, et Danzig qui a continué à garder un petit peu cette
ce look-là à travers toute sa création. C'est sûr que ça m'a influencé vraiment beaucoup là, quand il est venu le temps de créer des images des personnages. Là. Ouais, puis on sait que Danzig aussi, c'est un cinéaste, donc Oh, faites quelques bons films d'horreur. Oui, hein, qu'on dont, a eu le plaisir de regarder ensemble. Ben justement, Verotica ou Death Rider in the House of Vampire pour l'œuvre cinématographique de Danzig. Quelle expérience qui est dure à expliquer en fait, parce que surprenamment, pour ceux qui ont vu la cinématographie de Danzig, qui a vraiment quelque chose de très unique. Quoi dire? Hein? Autant par le acting que. Écoute, mais quand on a. Verotica en premier, qui m'a complètement surpris. Je ne m'attendais pas à ça, autant par l'esthétique, je veux dire, tout le crew qui travaille sur le film, le maquillage, la lumière. C'est un film à sketch, là, pour dire, pour tout le monde à la maison. Oui, donc, c'est ça. basé sur sa BD qu'il a créée. Basé donc sur un sa peu, BD, tournée Tale from the Crypt style. Puis tournée en Europe de l'Est avec des actrices qui, d'après moi, ont joué dans un certain type de cinéma avant son film, si je ne me trompe pas. Et les histoires, écoute, la personne qui se transforme en araignée, on a le costume déchiré, mais on continue à tourner, c'est comme ça fait zéro sens. Ou Death Rider, qui aussi est l'expérience avec les plans les plus longs de l'histoire du cinéma. Et encore une fois, l'éclairage, les dialogues. Mais là, on a il y a beaucoup de vedettes. Il y a Devon Sawa. Devon Sawa, on a le gars qui fait Warlock. Julian Sands. Exactement. Et Danzig qui joue un grand rôle. Qui joue le vampire. Écoute, oui, exactement. Oui. Et qu'on a profité de l'acteur de Warlock justement pour faire des plans tellement longs sans dialogue que tu te demandes à quoi qu'on pensait. Mais peut-être qu'ils n'ont pas regardé le film une fois qu'ils ont fini de le monter. Peut-être qu'ils voulaient mettre une chanson de Danzig par-dessus. Oui, qui est très spéciale parce qu'à noter que quand on regarde des films de Danzig, ce qui est marquant, c'est que c'est les chansons au complet. Donc c'est comme un vidéoclip, mais très cheap. Alors, qui rajoute au charme, par exemple, de l'expérience. Oui, c'est clair. Y a-tu d'autres cinéastes d'horreur qui t'influencent ou qui t'ont vraiment marqué dans ton travail, justement? Parce que si on voit Zombie de Lucio Fulci, on aura beaucoup de cinéma italien, en fait, d'exploitation. Donc ici, on a Virus de Bruno Mattei, je ne me trompe pas. Exactement. Donc, mais ça, on a l'expérience Virus qui est un peu reliée à tout ce qui arrive avec le AI maintenant. Et on a Carrie du film ici. Ça, c'est un petit peu plus ce qui est relié avec l'influence un petit peu métal, je dirais, un petit peu affiche de cinéma que j'ai été chercher dans le style thaïlandais, un petit peu plus en particulier. On a beaucoup mon icône que je suis tombé par hasard à un moment donné à la face du lutteur Ultimate Warrior que je me suis approprié en fait comme logo. Et bien sûr, on parlait de politique et de films d'horreur, donc certains personnages de l'actualité que j'aime bien un petit peu massacrer dans mon imaginaire. Mais on parlait de réalisateurs, donc John Carpenter qui est comme un incontournable dans l'histoire et aussi dans les personnages que j'utilise. Sinon, Stuart Gordon, que j'aime beaucoup. Et quand je parlais des clips vidéo tantôt, quand j'étais très jeune, je vais toujours me rappeler avoir été terrorisé par le cinéma de Lucio Fulci, là, From Beyond, de Beyond. Ici, on a Zombie et j'en passe. Là, écoute. Ah, c'est cool, ça. Et justement, comme tu es un grand fan de cinéma d'horreur, tu es aussi un grand fan de la musique du cinéma d'horreur. Donc, tu aimes beaucoup les chansons. Tu aimes souvent des films d'horreur? Oui, surtout des 70-80? Surtout des... Oui, ben oui, parce que là, il y a films d'horreur... on parle de quelque chose de plus musical comme on pense à Halloween, mais on pense aussi des fois 80-90 où on est tombé plus dans le rock, très catchy et aussi que j'affectionne particulièrement dans les themes un peu de films d'horreur. T'as-tu un exemple de chanson que tu apprécies particulièrement et d'un film, justement? Ah, je pense que je suis capable d'aller dans tes pensées parce qu'on s'en est parlé. Et Neon Maniacs, ceux qui ont la chance d'avoir vu ça, cet excellent film où on a une espèce de vidéoclip aussi à un moment donné dans le film, on a un Battle of the Band. Et la première tune n'existe pas, on a essayé de la chercher. I Had Enough, je pense, qu'on n'est pas capable de trouver, mais sinon on a la chance de pouvoir écouter Baby Lied, qui est la deuxième chanson du Battle of the Band dans le film, qui est une scène encore une fois très longue pour un film d'horreur. Et là, on peut écouter la chanson encore une fois, encore et encore. Et quand le film d'horreur finit dans la joie, il recommence la chanson, si je me trompe pas. Oui, il la recommence. Oui. Puis les monstres, il est censé en avoir 8, il y en a 3 finalement. Donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir vu Neon Maniacs, c'est quand même un film... dans une van, puis on sait pas où ils sont. Oui, ils s'en vont dans un autre univers, puis ça finit comme ça. Manquer d'argent un peu. Oui. Si on revient à ton travail quand même, donc on disait qu'il y avait une charge politique, c'est de l'art de rue. Donc est-ce que
tu as des réactions fortes, positives ou négatives? Que Ben, je parlais tantôt quand on parle d'art de rue. Souvent, les gens voient les œuvres qui sont terminées. Je dirais soit c'est graffiti ou affichage comme moi je fais ou pochoir, etc. Mais souvent, je le fais comme en fin de journée quand ça arrive. Et les gens, quand ils le prient sur le fait, sont très surpris, souvent positivement, de voir. Et ceux qui ont vu comme l'œuvre, soit sur Internet ou dans la rue, puis là, qui nous prennent sur le fait, très, très positif. Et les gens, je pense qu'on parlait d'aller chercher des références dans le cinéma d'horreur ou dans la culture de l'animé ou quelque chose de très pop art, bien, vu que ça rejoint tellement de gens que souvent, c'est très, très positif. Les gens adorent ça parce que tout le monde, mettons... une œuvre que je trouve qui est très populaire pour les réactions que j'ai eues, c'est avec Sailor Moon, qui n'a pas rapport du tout avec l'horreur. Mais tu mets Sailor Moon, puis tu y mets un cocktail Molotov dans les mains, pas besoin d'écrire de texte, mais les gens font quand même la connexion et je ne sais pas pourquoi tout le monde se rejoint là-dedans, de plus en plus, je pense. Là. Ah, c'est vraiment... C'est cool, ça. Moi, je me souviens aussi d'une de tes œuvres avec M. Fitzgibbon, notre ancien ministre de l'Économie, déguisé en vampire. Oui, déguisé en Bon, vampire. en Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ce lien-là, mais regarde, des fois... Des fois, il y a des choses comme ça qui passent. On ne comprend pas trop, d'ailleurs. Peut-être que j'avais écouté Dracula et je l'avais vu. Ouais, c'est juste on ça. fait des parallèles des fois, on n'est pas capable d'expliquer. Donc, si les gens te croisent dans la rue, justement, c'est comment ils peuvent agir, comment ils peuvent te parler? Est-ce que c'est dérangeant? Est-ce qu'ils peuvent... Tu prends des commandes, des idées, des fois, les gens peuvent t'écrire? Ah, ben, gars, si vous me voyez dans le feu de l'action, regarde, il n'y a pas de gêne. Je veux dire, je ne suis pas aussi sauvage que j'en ai l'air, donc on peut socialiser. Ça arrive toujours, on fait des blagues, mais souvent les gens me disent souvent qu'ils aiment le travail que je fais et on prend le temps de jaser 2 petites minutes. Et sinon, ben, les commandes, c'est arrivé une fois que quelqu'un, pour une occasion, voulait mélanger mon art avec une espèce de gigantesque Jason Voorhees, donc c'est déjà arrivé. C'est sûr que si j'ai le temps, ça va me faire plaisir. Juste à me contacter sur ma page Instagram, comme je disais avant, Terrorizer666. Ben, merci beaucoup. Merci d'être venu nous présenter ton travail. C'est très, très apprécié. Merci. J'imagine qu'on garde l'œil ouvert dans les rues de Montréal et les oreilles aussi. Oh oui. Parce que si on entend du dancing, on pourra peut-être que tu es dans le coin. Il y a beaucoup de chance. Merci.